aux propos honteux et scandaleux d'un leader qui se veut un leader national. De quoi s'imaginer si cet homme avait exercé les fonctions de président de la République, qu'est-ce que serait devenu la RDC? Le propos de M. Fayoulou, je les condamne fermement. Ce propos frise du racisme. Et avec son rire moqueur, il dégage l'ignorance de la constitution de la RDC, notre pays, mais aussi de la loi sur la nationalité. Fayoulou est ignorant également de l'histoire des migrations des peuples africains. Et c'est choquant. Je le reconnais intellectuel. Il est peut-être bon pour la gestion et laquelle, je n'en sais rien. Mais si un leader qui se veut un candidat devant diriger une nation comme la nôtre tient des propos, et ce n'est pas la première fois de ce genre, il est vraiment à plaindre. Voilà. La constitution de la RDC, que Fayoulou ignore, en son article 10, donne le droit au Banyamulenge, comme au Bambala, parce qu'il a dit que c'est ça sa communauté. Je peux même me permettre de dire, le Bambala, c'est quoi? Vous voyez comment il ironise. Le Bambala, c'est quoi? C'est la chose, en fait. C'est rendre un peuple moins que rien. C'est quoi? C'est la chose. Et donc, mais quittons la polémique. Cette constitution négociée par des Congolais est passée au référendum en son article 10, tout comme l'article 6 de la loi sur la nationalité, reconnaissent au Banyamulenge la nationalité congolaise d'origine autant que sa propre communauté, que toutes les autres tribus de la RDC. Alors, s'il ne comprend pas ça, s'il n'a jamais lu ça, ou s'il lit sans comprendre, il devrait approcher ceux qui comprennent la loi, et la loi fondamentale en particulier. Autre chose que je dois ajouter, c'est que M. Fayoulou évoque son passage à Tervuren. Je suis arrivé à Tervuren en 1994, pour parler comme les Belges, probablement très avant lui. Et j'ai eu des références scientifiques de ce que les Banyamulenge étaient sur le sol congolais avant 1885, longtemps avant. Pour ne citer qu'un auteur ouest qui a écrit Les pays d'Ouvira, qui n'a certainement jamais lu, il situe les Banyamulenge avant 1885. Mais quand vous y allez avec Hierno et les autres, c'est bien avant, beaucoup bien avant. J'étais curieux en préparant cette émission de lire sur les Bambala. Vous savez que les Bambala sont arrivés au Congo venant de l'Angola en 1891, donc après 1885. Les Bambala, sa communauté ou sa tribu, sont postérieurs, leur arrivée est postérieure à l'arrivée des Banyamulenge, et ce sont des sources scientifiques qui le disent. Maintenant, on n'en est même pas là, parce que la loi fondamentale part de 1960. Les tribus qui étaient en RDC, installées comme tribus à la date de l'indépendance du 30 juin, sont congolais d'origine. Alors, écoutez Fayoulou parler de ça, ça nous ramène à Vangu Mwambweni, ça nous ramène à tous ces autres extrémistes, le Kwebe Kimpele, qui, dans une ignorance, mais teintée de haine, profondément de haine, tiennent des propos qui visent à embraser en fait le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si Fayoulou a l'intention de briguer un mandat, même des députés, des simples députés de Kinshasa, parce qu'il fut député de Kinshasa, il devrait apprendre le peuple de la RDC. Et le Banyamulenge, ce n'est pas un peuple qu'il considère comme un peuple venu après 1960. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Donc, c'est à dessein qu'il confond dans des notions, comment dirais-je, vagues,
les Banyamulenge installés avant 1885 aux réfugiés rwandais, éventuellement qui sont venus au Congo et qui sont repartis, comme on a connu en 94. Donc, vous avez là un intellectuel, un leader qui se veut un leader national, qui tient des propos indignes. Et cette indignité l'empêche, en fait, en réalité, de diriger un État comme la République démocratique du Congo. J'étais avec Fayoulou, avec vous-même, monsieur le journaliste, à Washington au mois de février. Nous avons tenu une réunion entre Congolais, tous deux on y a participé. Nous avons tenu des réunions, même avec au Sénat américain, où nous avons été dans la salle de tel sénateur, je ne citerai pas son nom. J'étais loin de m'imaginer que j'étais là devant un personnage extrêmement dangereux pour la nation, pas pour les Banyamulenge, parce qu'il ne fera rien de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Il ne saura ni nous nuire, ni nous donner une quelconque importance. Mais je découvre que l'homme en question n'a même pas la compassion humaine. Lorsqu'on lui dit par les journalistes, voilà, il y a eu des massacres ou des tueries, bien sûr, dans l'ensemble du Congo, mais pour ce qui concerne les Banyamulenge, qu'est-ce que ça vous dit? Mais c'est à la rigueur quelqu'un qui dit foutez-moi la paix, je suis Congolais, écoutez, même si c'était des Esquimaux, vous diriez par compassion humaine, surtout par compassion chrétienne, parce qu'il en est un, je condamne ceci où il faut vérifier les faits. Alors, mais la manière dont il réagit me pousse à croire qu'un tel niveau de mépris, un tel niveau d'indignité le disqualifie à diriger un jour la RDC. Mais pour les auditeurs qui ont besoin de connaître un peu plus sur cette communauté Azarias-Robérois, pouvez-vous rappeler qui sont concrètement les Banyamulenge, leur histoire, leur langue, leur implantation géographique et ce qui les distingue des autres? Voilà. C'est une leçon d'histoire que vous me demandez. Et l'histoire s'enseigne dans les écoles. Nous l'avons tous appris. L'histoire des migrations, parcourez les livres d'Ndayuel et d'autres, vous trouverez des passages sur ce chapitre. Et donc, les Banyamulenge, comme tous les autres Congolais installés au Congo depuis des siècles, sont particulièrement dans le sud Kivu. Vous les avez dans les territoires de Mwenga, dans les territoires de Fizi et dans les territoires d'Uvira. La localisation dans l'histoire, je vous ai cité des auteurs, donc les Yerno et les autres, les West, ça va très loin dans l'histoire. Maintenant, ils sont venus d'où? Vous-même, vous êtes de quel peuple? De quelle tribu vous êtes venu? Vous savez même d'où vous êtes venu. Regardez le Kassai occidental. Regardez justement cette partie de Bas-Congo qui sont juxtaposés avec le peuple de Brazzaville et le peuple d'Angola. Est-ce que je peux dire, quand je suis à l'Équateur, que les Ngwandais qui sont chez nous sont moins congolais parce qu'il y a des Ngwandais au niveau, comment dirais-je, au niveau de la République centrafricaine. Les migrations africaines, et ça c'est un débat de bas niveau en fait, finalement. Pour un pays comme les États-Unis où je suis, le grand-père du président actuel, pour ne citer que celui-là, il vient de l'Allemagne. Le grand-père de Trump vient de l'Allemagne. Mais ça ne l'empêche pas d'être président. Alors, on a beau à démontrer scientifiquement que les Banyamulenge sont sur le sol qui n'était pas Congo, bien avant le partage de l'Afrique. Non. Le jugement de Fayoulou comme de tout extrémiste, c'est le faciès. En fait, il parle du fait qu'il y a des Tutsis qui sont au Rwanda, des Tutsis qui sont au Burundi, des Tutsis qui sont en Tanzanie, au Kenya, que sais-je encore, et au Nord Kivu, pour dire oui, parce qu'il y a ces gens qui vous ressemblent de façon phénotype, alors vous n'êtes pas congolais. Mais ça veut dire quoi? Ça nous ramène d'abord dans les questions
traitées par la nation congolaise. Ces questions ont été au cœur des négociations à Sun City, au cœur des négociations à Lusaka. Pourquoi? Parce que justement, il fut un temps, vers la fin du règne de Mobutu, où des gens comme les Mambweni et les autres se sont illustrés avec, vous connaissez la commission qu'il a dirigée, qui est allée à l'Est, ils ont amené un rapport qui brûlait le pays. Il n'est pas, je ne vais pas citer beaucoup de noms. Donc, moi, je ne pense pas que pendant des décennies et des siècles, on peut discuter de l'évidence. Les évidences sont là. Ce peuple est là. Maintenant, lui, Azarias Robera, vous êtes avec nous? il se permet de citer. Oui, oui, je suis là. Oui, on vous suit, allez-y. Je suis en train de vous. Oui, et donc, il ne peut pas dire, les Bafouleros disent qu'ils ne sont pas congolais. Et donc, vous qui êtes ici, qu'est-ce que vous avez à dire? D'abord, qui lui a dit que les Bafouleros disent que les Banyamulenge ne sont pas congolais? Je vous donne un exemple. Il y a un Moufouler encore en vie. Il a 100 ans. Il porte mon nom, Ruberwa. Il est à Ouvira. N'est-ce pas? Et il vit encore. Sa maman est Munyamulenge. Et sa maman qui est Munyamulenge a des arrière-grands-pères qui sur le sol congolais. Et donc, ce n'est pas des bafouleros, ça c'est le discours des extrémistes. Il a ramassé un moufouler extrémiste qu'il a pris comme un ami, et alors il chante partout comme quelqu'un qui manque de raison. Ce n'est pas en 2026 qu'un leader congolais qui connaît l'histoire du pays, qui connaît la loi du pays, parce que finalement, M. Stanislas, la nationalité, c'est quoi? Quand vous dites tel est étranger, mais c'est votre allégeance au pays, c'est votre lien juridique avec le pays, c'est le lien juridique. Qu'est-ce que vous faites de tous ces militaires Banyamulenge qui combattent au sein de l'armée? Qu'est-ce que vous faites de ministres, de députés et d'autres? Et donc, c'est une insulte au peuple Banyamulenge. Il devrait retirer ses propos, sinon l'histoire les jugera, et même Dieu les jugera sévèrement. Est-ce que cette communauté a des revendications particulières, Azarias Robera? Les revendications identitaires sont réelles. Elles étaient résolues au niveau de Sun City et pendant 20 ans, comment dirais-je, sous le règne de Kabila et au début du règne du président Tshisekedi, vous n'avez pas entendu ce genre de discours, ni la haine s'émouvoir comme si on veut asphyxier les gens, comme si on veut jeter les gens dans le fleuve. Donc, à cause de Sun City, beaucoup de ces discours de haine avaient disparu, surtout les débats sur la nationalité. Maintenant, je ne sais pour quelle raison, l'identité est certes réglée dans la Constitution, mais lorsque vous voyez des gens dans les rues à Kinshasa, dans les bus, dans les taxis ou dans l'avion, il suffit de voir un faciès Munyamulenge ou Tutsi congolais. Non, il est étranger. Vous avez des Ouest-Africains qui en ont payé les frais, et même d'autres communautés d'ailleurs congolaises, des Balouba et d'autres que je connais, qui ont eu ce faciès. Vous avez le bonheur d'avoir ce faciès, je ne dirais pas le malheur parce que c'est mon faciès, mais vous payez le plus grand prix. Alors, les revendications, c'est quoi? De un, il faut, si vous voulez, reconnaître, respecter la Constitution. Quand on dit qu'il faut respecter les lois de la République, c'est de ça qu'il s'agit. Deux, il faut punir quiconque tient un discours de haine qui fait la division. Des gens comme Fayoulou, c'est des séparatistes. Donc, ils créent la division au sein de la nation. Il faut les punir par la loi. Et notre loi, dans le code pénal, il y est puni le racisme et le tribalisme. Les gens ne le savent pas. Il faut punir. Mais toi, il y a un problème de sécurité de plus en plus. On en parlait avec le chapitre de Minembwe. Et donc, je pense que lorsque des groupes armés se coalisent contre une population congolaise, on a vu ça dans les Bandundu récemment, on a connu
les Enyele à l'Équateur, on a connu les Kamwena Sampou au Kasaï, on a vu comment tous les pays s'est mobilisés. Pourquoi lorsque les Maï attaquent les Banyamulenge, l'armée congolaise au départ s'allie, comprenait très bien, à la population et tolère même la présence du groupe d'autodéfense et fait des actions contre ces groupes armés? Vous pouvez m'expliquer comment ces groupes armés aujourd'hui, de façon purifiée, deviennent des alliés du gouvernement contre cette même population? Donc il y a un problème de sécurité. Vous avez quoi? C'est un peuple d'éleveurs. Savez-vous que 500 000 têtes de bétail ont disparu avec ces maïmaïs qui reviennent encore à Minembwe aujourd'hui? Savez-vous combien de gens sont morts? Donc, je pense que les Banyamulenge ne demandent pas, et les petits Congolais du Nord Kivu, autre chose que la paix, autre chose que la sécurité physique, autre chose que la non-discrimination, autre chose que le rejet de la haine et la punition de la haine et la reconnaissance des droits tels qu'ils sont mentionnés dans la Constitution et les lois de la République. Alors, je voulais vous proposer, Azarias Robert, d'écouter un peu ce que disait le président Tshisekedi au sujet, effectivement, de la communauté Banyamulenge. Je suis seul, si pas le premier, en tout cas, président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant de Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc, j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer les Tutsis pour dire, ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger. Donc, méfiez-vous, chers compatriotes. Je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort. Voilà, ce propos de Félix Tshisekedi, même si ça date de février 2024, le président continue de maintenir cette même ligne. Est-ce que ce sont quand même des propos qui vous rassurent, Azarias Robert? Absolument, je suis honnête, vous me connaissez très bien. Là, il a reconnu ce que la Constitution dit, les Banyamulenge sont congolais. Au demeurant, on ne devrait pas l'attendre de quelqu'un, parce que Moulouba et Mungala et Moubembe et Mouzomba, c'est pas moi, ils n'ont pas besoin que le chef de l'État à tout moment vienne dire non, les Bangalas sont congolais. Donc ça va de soi. Mais je salue ce propos, parce que justement, il s'adresse, et c'est ça l'intérêt de votre question, il s'adresse, quand il dit j'en ai marre ou j'en ai assez, et c'est par rapport aux faits dans la société. Donc, quand vous lisez, et même quand vous lirez, ayez le courage de lire les propos qui vont venir dans les commentaires après cette interview, vous pouvez vous imaginer le venin, le degré du venin qui a été inoculé dans la population congolaise et au pays et dans la diaspora. Donc, on a pris les Banyamulenge comme l'ennemi numéro un. On ne distingue même pas ceux qui font la guerre et ceux qui ne font pas la guerre des paisibles citoyens. Donc, on le prend comme l'ennemi numéro un et c'est quelqu'un à battre. À la rigueur, si vous croyez, si vous rencontrez telle personne dans l'école ou sur la rue, alors sachez que c'est l'ennemi du coup. C'est ça l'idéologie. Et quand on parle de l'idéologie génocidaire, c'est quoi? C'est une idéologie qui est inoculée dans les esprits pour considérer que ce peuple n'a pas sa place ici. Et il faut le faire disparaître.
Le président a eu le courage de le dire, a condamné, et absolument, il faut le noter positivement. Maintenant, mon problème, une fois qu'un chef d'État a dit ça, d'où vient, je suppose, il le dit, en application de la Constitution, d'où viennent des propos du genre Fayoulou? Fayoulou, lui, c'est qui pour se permettre de juger toute une communauté? C'est qui? Et d'autres qui lui ressemblent, qui sont par-ci par-là. Donc alors, je pense que la paix et la réconciliation ont un prix. Et le prix à payer pour que nous tous, nous puissions vivre ensemble et développer ce beau pays que Dieu nous a donné, le rendre prospère, c'est de respecter les textes, respecter les droits humains. On ne demande pas une compassion, une pitié. Il ne s'agit pas de ça. C'est une question de droit. Lisez la Constitution, lisez les lois, lisez les textes internationaux et vous verrez que on ne demande pas quelque chose d'extraordinaire. On n'a même pas besoin d'un statut particulier. Donc, c'est les droits de l'homme et rien que les droits de l'homme. Mais Azarias Ruberwa, comment expliquez-vous que cette communauté, vous l'avez dit, reconnue congolaise d'origine par la Constitution, continue d'être régulièrement suspectée de connivence avec le Rwanda ou les M23? Qu'est-ce qui alimente, selon vous, cette défiance persistante? J'avais l'intention de vous dire, suggérez-moi la réponse. moi, je suis comme victime. Ou du moins, je suis du côté des victimes. Non, le problème est simple. C'est lorsque vous avez des gens comme Fayoulou, qui est un leader d'opinion. Fayoulou, je vous ai dit, qui vient des Bambala, qui sont arrivés en 1891. Allez lire dès qu'on aura fini. Vous trouverez qu'ils sont arrivés au Congo venant de l'Angola. Et même avant l'Angola, il est dit qu'ils sont venus de l'Afrique du Nord. Alors, c'est en 1891, c'est la date qui est mentionnée. Maintenant, lorsque ces gens, il suffit qu'ils soient 10, 50, ils propagent les mensonges, c'est comme ça qu'ils marchent. Et donc, c'est des propos haineux. Tant qu'ils ne seront pas punis, il y aura toujours des suspicions. Parce que, bon, il y a la source. Mais tous ces pays du monde, vous êtes aux États-Unis comme moi ici, vous imaginez s'il n'y avait pas la force de la loi, c'est que seraient les Noirs américains ici, même si les problèmes ne sont pas finis, c'est que seraient même les Asiatiques ou je ne sais pas moi, les gens de l'Amérique latine et tout. C'est la loi, la force de la loi. Notre pays souffre de ça. Je suis juriste, vous le savez. Une chose, c'est d'avoir la loi, une autre chose, c'est de l'appliquer. Et donc, la suspicion... Écoutez-moi très bien. Nanga, qui préside aux destinées de l'AFC, il est de la province de Haut-Touélé. Avez-vous déjà vu son village bombardé? Bissimwa, qui est numéro 2 de l'AFC, il est mouché. Vous n'avez pas de bâches dans toutes les institutions, jusqu'au sommet de certaines institutions. Ce sont des bâches. Tu connais le nombre de bâches qui sont dans ce mouvement-là? Des Bafouleros, il y en a. Des Babembe, il y en a. Mais aussi des gens des autres provinces. Il y a des Balouba du Kasaï. Le porte-parole vient d'où? Mais pourquoi est-ce qu'eux ne sont pas suspectés? C'est pour ça que je me permets d'évoquer le concept de racisme. Le propos de Fayoulou doivent être condamnés par les religieux, les non-religieux et même les athées. Parce que c'est un venin qui vise à diviser. Il ne l'a pas dit la première fois, il a dit la énième fois, et d'autres personnes qui sont comme lui. S'il continue, et vous allez dire, nous en appelons à la fin de la guerre avec ça. Pourquoi? Pour que quelqu'un comme lui dirige le pays et fasse quoi? Tue les gens? Vous voyez avec quel mépris il dit, ça ne me dit rien que ces gens meurent ou pas. Un humain peut dire ça. Donc, la suspicion demeurera tant que la cause qui est la haine est inoculée impunément dans les esprits des Congolais. Nous sommes un grand peuple, écoutez, nous sommes un grand peuple. Nous avons eu des grands dirigeants, à commencer par Lumumba, Kasavubu, qui n'avaient pas cet art
vous savez que l'un des premiers présidents de l'Assemblée nationale du Congo, c'était un Hutu du Nord Kivu. Vous avez un ancien ministre du commerce dans le gouvernement de Lumumba. Il venait du Nord Kivu. Donc, vous avez le roi Kabouba et consorts. Alors, moi, je suis né dans la rébellion parce qu'il y a des gens, et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je suis né dans la rébellion de 64, au niveau des hauts plateaux. Maintenant, à Rugezi, précisément, parce qu'il y a un autre, comment dirais-je, un alphabet intellectuel de Cameroun qui a dit Rugezi, c'est pas au Congo, comme s'il y a été. Interroger les axes de bombardement qui accèdent à Minembwe Centre, on va vous parler de Rugezi. Ça a été cité plusieurs fois. Mais toutes ces conneries-là, nous allons les léguer aux enfants et aux petits-enfants, vraiment, comme si nous n'avons pas d'intellectuels et même des hommes non intellectuels, raisonnables, réfléchis, qui peuvent définitivement faire taire les armes et faire taire, comment dirais-je, cette haine ethnique punie par la loi. Je pense qu'il faut un saut vers l'avant. Nous avons tourné la page à Sun City. Nous devons tourner la page encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'en appelle à la paix, et à la paix des braves. La paix des braves, ce n'est pas une paix hypocrite ou une paix en attendant que j'ai plus d'armes, plus de munitions ou plus de troupes pour attaquer l'autre. Non. La paix fondamentale passe par la tolérance, l'acceptation de l'autre. Et bien sûr, des revendications légitimes. Je ne pose pas d'autres questions. Nous aurons peut-être une autre émission sur d'autres matières, dialogue ou pas. Mais ici, nous sommes dans les fondamentaux de la paix et même de la justice. La justice, c'est pas seulement ce concept judiciaire, non. Rendons-nous justice, c'est aussi ces gens ont droit à la justice, à être traités de façon juste. Alors, Azarias Rouberoa, puisque je vous ai, puisqu'on parle effectivement de cette situation, notamment sécuritaire dans la partie Est, comment parvenir à la paix aujourd'hui perturbée dans la partie Est avec l'occupation de Goma, Bukavu et bien d'autres parties du territoire national par la rébellion AFC M23? Il n'y a pas deux façons de faire il n'y a pas plus de deux façons de faire la paix, mon ami. Où une partie impose la paix par la guerre, et cette guerre peut durer le plus longtemps possible jusqu'à arriver à la fin. Et là, c'est l'histoire de Laurent Désiré Kabila qui a conduit des troupes pendant 7 mois d'Uvira justement jusqu'à Kinshasa. Il a imposé la paix par la guerre. La deuxième façon, c'est par les négociations, et c'est ça la deuxième guerre. On l'a vécu, c'est pas de la faiblesse. Donc, moi, comme observateur intéressé, je ne peux pas souhaiter la paix par la guerre, parce que ça signifie plus de gens qui vont mourir, mais aussi une longue durée de souffrance, de qui que ce soit, de tout le peuple congolais par lequel va passer cette guerre-là. Ça, c'est la première chose. Je soutiens donc la paix par les négociations. Et voilà le problème. Nous avons le gouvernement qui négocie avec le groupe armé AFC M23 et Twirwaneho. Ils tiennent des négociations à l'infini. Ce n'est pas normal. Quand on négocie, on a un agenda. On se dit dans 6 mois, on doit signer un accord de paix. Même de cesser le feu, c'est mal négocié quand je vois ça. Alors, mais vous avez de deux côtés, c'est ma lecture en tout cas, des personnes qui ne sont pas pressées. Et évidemment, quand vous écoutez ce que les gens qui sont à Goma disent, ils vont vous parler des milliers de gens, des prisonniers qu'ils ont envoyés vers Kinshasa ou qu'ils ont libérés. Et une quinzaine de gens seulement sur 700 qu'ils ont réclamés. Non, il faut de la bonne foi. Il faut de la bonne foi. Mais écoutez, même s'ils arrivaient à signer un accord de paix entre eux, le problème du Congo aujourd'hui,
ont une dimension politique énorme. Et c'est ça le sens du dialogue qui est appelé. Je pense qu'il faut que le chef de l'État, le président de la République, s'accommode à la logique de la paix. Parce que c'est lui, il n'y a pas de chef d'État aujourd'hui. C'est lui. Même ceux qui sont à l'Est, ils sont sur le territoire dont le président international est connu, c'est Félix Tshisekedi. Alors, il a plus de responsabilités que quiconque. Vous ne vous imaginez pas gérer un pays toujours en guerre. Là, on lit quoi dans le chef du gouvernement? Un problème d'incapacité de faire la paix. Il y a des gens qui sont bons pour faire la paix, mais qui sont incapables de faire pour la guerre, mais qui sont incapables de faire la paix. Je pense qu'il doit résolument, au-delà de tous ces conseillers que nous connaissons, que nous avons vécu, qui vous racontent n'importe quoi, militaire ou civil, il doit décider de faire la paix et aller vers un dialogue véritablement inclusif. C'est ce dialogue-là qui peut décanter la situation. On l'a vu dans le passé. Donc, mais si les choses restent en l'état, où il n'y a pas de responsable, le leitmotiv n'est pas bien connu, les débats vont dans tous les sens, c'est dans la rue finalement. Non, il y a des paramètres pour un pays qui veut sortir de la crise, qui veut sortir d'un conflit armé. Mais pour faire la paix, le président Tshisekedi dit il faut d'abord se mettre ensemble pour mettre l'ennemi qui agresse le pays dehors, c'est-à-dire mettre fin à l'agression rwandaise. Comment faire la paix avec des militaires rwandais au Congo? Comment faire la paix alors que des militaires rwandais continuent d'appuyer militairement l'AFC/M23? Non, ce raisonnement ne vous conduit pas à la solution finale. Moi, je parle du passé. Rien n'empêche d'ailleurs la RDC de discuter avec le Rwanda. Pour quelles raisons? Parce qu'on a vu dans le passé, la RDC signé un accord de paix avec le Rwanda à Pretoria. Il a signé un accord de paix avec l'Ouganda. Vous parlez moins de l'Ouganda. L'Ouganda a des troupes chez nous, vous le savez très bien. Donc, nous parlons des Congolais. Les choses se compliquent lorsqu'on fait un mixage dans les raisonnements. Nous parlons des Congolais d'abord. Mais la direction vers la diplomatie des pays de bon voisinage, les voies existent. Il n'y a rien à inventer dans ce conflit. Donc, il existe des voies pour faire la paix à l'interne et il faut avoir la réconciliation. Et ça écoutez, j'entends déjà dire nous faisons la paix avec ceux qui, comment dirais-je, ceux qui sont le type de front dont tu parles. Mais ça n'a pas de sens. Même Jésus l'a dit, faites la paix avec votre ennemi, aimez votre ennemi. Si vous aimez quelqu'un qui vous aime, mais tout le monde le fait. Mais si vous mettez à l'écart de la table les gens que vous considérez comme vous posant problème, vous faites la paix avec qui? Vous dialoguez avec qui? Avec vos copains? Avec ceux qui vous soutiennent? Avec qui? Les modérés? Mais il faut aller vers également les gens qui vous contredisent, les gens qui ont pris des armes, les gens comme l'ancien président, ça a été dit à plus d'un égard, Joseph Kabila, qui a conduit le pays. Vous pensez qu'après 18 ans, cet homme n'a rien à dire devant une table de négociation? Donc l'humilité, elle est... Oui, mais Kinshasa considère que Kabila est devenu aujourd'hui le problème. Justement, c'est plus dans la conception. Si moi j'étais Kinshasa et que j'avais cette conception sur Kabila, ce serait une raison fondamentale de l'appeler au dialogue. Autrement, je fais la paix avec qui? Je fais la paix avec ceux qui sont à Kinshasa? Qu'est-ce que vous faites de tous ces leaders qui sont en exil? Vous en faites quoi? Donc, de quoi on parle, Stanislas? Et vous avez vu que Kabila, votre ancien allié de la transition, chef de la plateforme politique FCC, dont vous êtes membre même, il est condamné à mort par contumace et présenté comme un soutien de l'AFC/M23.
Cette condamnation, pour vous, est-elle un acte de justice, un règlement des comptes politiques? La procédure vous paraît-elle régulière? Je vous ai répondu dans une autre interview passée sur Jeune Afrique. Mais écoutez, d'abord, pour tout dire, le président Kabila, pendant la transition, n'était pas nécessairement un allié. Nous avons eu des divergences fondamentales, approcher ceux qui étaient au gouvernement de transition. Mais ça ne m'a pas empêché, avec le temps, de comprendre que on peut se serrer la main et faire route ensemble. C'est ça la grandeur. Maintenant, vous parlez de sa condamnation, vous ne parlez pas du fait qu'il a échappé, si vous voulez, à Goma. L'enquête est en cours, je suppose, de l'abattage par drone. Vous ne parlez pas du fait qu'il est en dehors du pays, ou même quand il va à Goma, parce qu'il ne peut pas mettre pied à Lubumbashi, à Kinshasa. C'est un long débat. Je vous ai invité vers un autre débat. Maintenant, s'il est condamné, plutôt s'il est sanctionné du fait d'être proche, selon le gouvernement américain, qu'il est proche de gens de Goma, mais aussi qu'il a été condamné à mort, c'est ça votre question. Moi, je pense que nous sommes... Je n'étais pas dans ce procès, mais je connais la procédure pénale. Et ce n'est pas le moment d'étaler mes connaissances. Ce procès est irrégulier sur le plan de la forme, et les raisons existent, je les ai mentionnées précédemment, mais également sur le plan de fond. Vous et moi et tous les autres qui ont suivi, parce que le procès était public, on n'a pas vu de preuves annoncées par les avocats de la République. Ils ont dit, nous allons amener des témoins, nous allons amener des preuves de financement. Moi, je n'en ai pas vu, tu n'en as pas vu, ni quelqu'un d'autre. Donc, ça a été, comment dirais-je, effectivement un règlement des comptes. N'oubliez pas que la naissance du pouvoir en 2018 était basée sur un accord. Et cet accord a été rompu. C'était pas basé sur la volonté du peuple? La volonté du peuple suivie d'un accord, bien sûr. Alors, vous avez par la suite la situation qui a prévalu et qui a conduit à la rupture. Et après la rupture, évidemment, la situation s'est empirée, empoisonnée même. Donc, moi, je pense que ce n'est pas faux de dire qu'il y a eu règlement des comptes. Ce n'est pas faux de le dire. Sinon, le procès aurait manifesté la vérité. C'est ça le sens d'un procès, en fait. C'est la manifestation de la vérité. Et je pense que malgré tout cela, et je l'ai dit précédemment, ce procès politique, par essence, on a connu des procès politiques. Vous étiez jeune, vous n'étiez pas encore né, mais il y a eu des gens qui ont été condamnés pour n'avoir rien fait, qui ont été exécutés sous le régime de Mobutu. Vous connaissez l'histoire. Donc un procès politique peut toujours exister. On peut me faire un procès politique sur base de cette interview. Les gens qui ne sont pas contents peuvent s'imaginer que j'aurais dû ne pas dire ceci ou cela. Bon, mais la grandeur d'une nation, je reviens sur la RDC comme une grande nation qui doit, si vous voulez, illuminer l'Afrique. Nous avons assez exceptionnellement la présence dans SADC, dans EAC, dans CEAC. Donc, on a la conférence de pays des Grands Lacs, au moins 5-6 organisations régionales. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la RDC, par ses leaders, mais aussi par son peuple, doit qui est la locomotive du reste de l'Afrique. Et par bonheur, Dieu a déposé dans toutes ces richesses extraordinaires et un peuple extraordinaire, plus de 110 millions de personnes. Donc le leadership ici compte énormément. La démocratie compte. Ce n'est pas l'occasion de changer la constitution, d'en appeler au 3e mandat. Moi, j'étais dans l'opposition en 2015-2016, du reste depuis 2006. J'ai vu des délégations des envoyés spéciaux américains, je pense qu'ils vont suivre cette interview,
qui ont fait pression, à tort ou à raison, sur le président Kabila et son régime pour dire pas de troisième mandat, pas question de changer la constitution. L'UDPS était... Mais... Azarias Roubera, on ne vous a pas saisi, vous disiez l'IDPS était, et ça a coupé là. L'UDPS et nous tous ensemble, on était dans la même logique d'obtenir que le régime en place ne puisse pas changer la constitution ni avoir le troisième mandat. C'est de l'histoire récente, il y a 10 ans. Aujourd'hui, je me dis, mais où sont passés ces envoyés spéciaux? L'Union européenne a fait combien de communiqués pour empêcher Kabila à avoir le troisième mandat? Et donc, quand nous parlons de la nation, Stanislas, on ne parle pas des individus, des personnes. Nous sommes peu, nous passerons. Mais aujourd'hui, effectivement, Azarias Roubera, vous qui êtes l'un des architectes de la Constitution de 2006, quand vous entendez le président Tshisekedi déclarer qu'il pourrait rester au pouvoir si le peuple le veut, qu'est-ce que cela vous fait? Justement, d'abord, cette volonté-là est anticonstitutionnelle. Lorsqu'il dit ça, il exprime un vœu anticonstitutionnel. Le peuple a décidé. Et vous savez que ces dispositions de l'article 20 sont comment dirais-je, c'est un peu notre fruit interdit. Regardez la cohérence, monsieur le journaliste. À côté de deux mandats, qu'est-ce qu'il y a qu'on ne peut pas raisonnablement changer? On dit qu'il ne faut pas changer la forme républicaine de notre pays. Et donc, qui peut se lever aujourd'hui et dire non, nous sommes un empire, un peu comme Bokassa, on va le prendre pour un fou, ou nous sommes un royaume comme au Maroc? Qui veut? L'autre chose qui est dite dans cette constitution, parmi les formes de l'État, et donc si vous voulez, les pouvoirs des provinces, qui veut nous ramener aujourd'hui dans un régime centralisé où pour faire un pont sur Kalimabeng à Ovira, il faut nécessairement le pouvoir de Kinshasa. Ce qui nous retarde dans la pauvreté, c'est quoi? C'est aussi cette affaire de ne pas mettre en œuvre la Constitution dans le sens de donner de fonds, 10% du budget national pour, si vous voulez, recettes à caractère national, doivent aller dans les provinces. Et c'est ça le sens de la caisse de péréquation. Mais aujourd'hui, elle ne fonctionne pas, on ne donne rien, on donne très peu. Donc, je pense que la Constitution, telle qu'elle a été conçue, devait nous sortir aujourd'hui de la pauvreté. Mais si, au-delà de la pauvreté, on y ajoute des crises de démocratie parce qu'on veut le troisième et le quatrième mandat, là, c'est aller contre la volonté du peuple qui s'est exprimé en disant « vous mangerez tous les fruits de ce champ, de ce jardin, sauf à ces fruits-là, sauf à cet article-là ». C'est une façon imagée, mais c'est comme ça. Donc le président, je l'invite parce qu'il suivra certainement cette interview, le président de la République, qui s'est toujours voulu démocrate, ne peut pas aller, si vous voulez, dans le sens du troisième mandat. Ne peut pas aller dans le sens de changer la Constitution, sinon c'est enfreindre la loi, et vous connaissez la conséquence d'enfreindre la loi fondamentale. C'est comme ça que les gens en appellent à l'article 64. On n'a pas besoin de crise de légitimité encore. Hassan Siti, comment dirais-je, le Palou avec son président, insistait pour dire « Nous avons perdu la légitimité en 60 avec la mort de Lumumba. Nous devons aller à la légitimité en organisant les élections multipartistes. » On a suivi d'une manière ou d'une autre. Mais quand j'entends aujourd'hui même les gens de Palou dire « Oui, il faut casser la Constitution », ça n'a aucun sens. Donc, on ne parle pas des questions de l'État et de la nation pour faire plaisir, par hypocrisie, pour avoir un avantage, pour se faire applaudir. Non, 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 non. C'est des questions de principe. Cette nation va se relever et va prospérer grâce aux principes de démocratie, de bonne gouvernance et de justice à tous. Mais vous avez suivi le président et ses partisans qui évoquent une constitution rédigée par des étrangers et des personnes sales avec, disons, dans leurs mains, une constitution pour calmer les belligérants.
En quoi ont-ils tort, Azarias Robero? Ils ont totalement tort sur toute la ligne. Si tu me donnes le temps, je peux le démontrer. D'abord, Allez-y. parce qu'au niveau de Sun City, l'UDPS, c'est notre allié, c'est mon allié, c'est notre allié, et je m'en prévaudrai tous les jours. Parce que lorsque le dialogue était bloqué par le PPRD, ou plutôt le PPRD n'était même pas encore né, c'était la partie gouvernementale, et le MLC de Jean-Pierre Bemba, ils sont allés à Matadi confectionner une constitution, heureusement qui n'a jamais marché, où le président Kabila devenait président, Jean-Pierre Bemba devenait Premier ministre. C'est avec l'UDPS que nous avons sauvé le dialogue. On a parcouru le monde entier, on a vu, j'ai encore en mémoire toutes ces réunions-là. Et donc, qu'est-ce que nous a produit Sun City, en un mot? C'est un nouvel ordre politique, concrétisé par quoi? Par la constitution de la Troisième République. Lisez bien l'accord de Sun City, lisez bien les négociations. Donc, l'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui, a participé au dialogue intercongolais en vue de la Troisième République. Et nous avons décidé qu'à l'issue des négociations, il y aura une constitution au-delà de celle de la transition. C'est celle-là que nous avons entre les mains. Ça, c'est de un. Donc, ils ne peuvent pas dire ça concerne les autres, à part les insultes, bien sûr, mais pas nous. Non, 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 non. Ils sont co-auteurs à 100% de l'ordre politique nouveau que nous avons à travers cette constitution. Mais deuxième chose, si vraiment le pouvoir de la constitution ou que consacre la constitution était fait pour les belligérants, donnez-moi le nom du président actuel. Est-il belligérant? Alors pourquoi cette constitution n'a pas aidé l'un des belligérants aujourd'hui à être président de la RDC? C'est quoi cette affaire? Vous prenez les avantages sans prendre les inconvénients? Alors, troisième chose, ce langage des étrangers qui ont fait la Constitution, qui ont les sang sur leurs mains, c'est des insultes qu'il faut éviter, même comme membre d'un parti politique qui est au pouvoir. Regardez autour du président. Autour du président, dois-je citer le nom? Vous avez des personnalités qui ont négocié, qui ont conçu. Jean-Pierre Bemba, c'est mon collègue vice-président. Nous avons levé des options ensemble. Est-il congolais ou pas? Jean-Pierre Bemba a des sangs sur les mains? Vous voulez me raconter? Alors, allez au niveau du Sénat. Vous n'avez pas Katintima qui est, comment dirais-je, vice-président du Sénat? Il était du RCD. A-t-il les sangs sur les mains? Je peux aller, même Mbosso, plus tard, Mbosso est devenu membre du RCD. De quoi on parle? Même les leaders de l'Union sacrée, les André Mbata, les Edjiba, mais ce sont les membres de mon parti. On a siégé ensemble, ils ont siégé à l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'il faut dédramatiser tous ces discours-là. Non, la constitution que nous avons n'émane pas des personnes qui ont le sang sur leurs mains, n'émane pas des étrangers. Tout cela, d'une manière ou d'une autre, ont contribué ou à la conception, à la discussion, à l'élaboration, même à la campagne en vue de l'adoption de la nouvelle constitution. Donc vous voyez que ça s'écroule, ces gens de théorie. Donc nous avons l'une des belles constitutions que le pays n'a jamais connues. J'ai toujours dit, il y a eu celle-là, il y a eu celle de la conférence nationale, encore que le fameux Fayoulou s'y est référé malencontreusement, il ne comprend même pas de quoi il s'agit. Il saute la constitution actuelle, il va se référer sans comprendre de quoi il parle aux travaux de la conférence nationale de 92. Cette conférence était... Rendez-vous compte que si on avait mis en place la constitution de 92 ou de 64 de Louabou, le pays serait fédéral. Aujourd'hui, on parlerait de la République fédérale du Congo comme le Nigeria, comme l'Éthiopie. C'est sur deux belles constitutions. Les autres, c'est des papiers que Mobutu faisait faire, si vous voulez, sous la Deuxième République, sous le leadership d'un parti unique. C'est la constitution de 64, de 92 et de 2006. Et la constitution de 2006 a tenu compte des circonstances du moment, bien sûr, mais de l'histoire du pays.
On a eu tous les gens qui étaient en 60, en 64, et toute cette nouvelle génération. Donc, on ne va quand même pas à chaque fois revenir à la case de départ parce que telle personne... Et si demain, après un autre mandat, un autre président venait et racontait aussi son histoire, c'est la constitution de tel. On va trouver des qualifications. Le pouvoir estime qu'il faut adapter la constitution de 2006 aux réalités actuelles. Non. Mensonge. Il n'y a pas adapté cette constitution aux réalités actuelles en allant vers le troisième mandat. Non, ça n'a rien à voir. D'abord, il y a beaucoup d'innovations dans cette constitution. Maintenant, que tu me dises qu'une constitution est amendable, absolument. Si on pense qu'il y a un article par le 220 qui pose problème, ça s'est déjà fait d'ailleurs en 2011. On avait l'élection à 2 tours, on est allé à 1 tour. C'était pas la fin du monde. Mais il y a de questions interdites. Le leader de la RDC aujourd'hui, Félix, doit se dire il m'est interdit de changer la constitution en vue d'un troisième mandat, ainsi de suite. C'est comme ça. Et s'il le dit, s'il est convaincu de ça, et un démocrate devrait l'être, ici où nous sommes avec toi, le président fait de jokes, de blagues, de troisième mandat, mais personne ne prend ça au sérieux parce que c'est inconcevable. C'est ça le sens de la Constitution. Mais seulement Félix Tshisekedi fait face à un pays en guerre et il a déclaré, vous avez suivi, que dans les conditions actuelles, il ne sait pas organiser les élections en 2028. Écoutez, on peut toujours trouver des raisons. En 2016, pourquoi on n'a pas organisé les élections? Est-ce que c'est parce qu'il y avait la guerre? Donc, si quelqu'un veut ne pas organiser les élections, il va trouver des raisons. Ça, c'est de un. Mais de deux, les élections passées, y avait-il la guerre ou pas? Il y avait la guerre. Ouais, mais Goma et Bukavu n'étaient pas encore sous le contrôle de l'AF-23 soutenu par le Rwanda. Non. C'est pas ça. C'est pas. Toi, tu m'as coupé la parole. Allez-y. Tu me permets de te tutoyer ou de. Vous voyez comment. Allez-y. Ça me semble. Troisième chose, justement, nous aurons les élections en décembre 2028. Franchement, vous pensez qu'ici, à la volonté politique, on ne peut pas mettre fin à la guerre et organiser les élections? Comment est-ce qu'on peut dire en 2000, encore qu'il n'a pas dit aujourd'hui, ça fait déjà quelques mois, comment on peut dire que je ne saurais pas mettre fin à la guerre d'ici fin 2028? Est-ce que c'est concevable ça? Non. S'il y met du sien, la guerre peut se terminer, vous savez, dans 3 mois, dans 4 mois. Alors, aujourd'hui, le budget, on nous parle d'un budget de 16 milliards, ce qui est une très bonne chose. Mais encore, souvent, on refuse ou on omet de mentionner que c'est essentiellement à cause du code minier de 2018 qui a pratiquement sonné le départ de Kabila. Mais si vous avez tout cet argent et que vous mettez fin à la guerre, c'est pas 1 milliard ou 1,5 milliard d'organiser les élections qui va manquer. Même si vous dites chaque année on va mettre 500 millions à côté, vous aurez l'argent pour faire les élections. Donc ici, j'insinue le fait que ça soit la fin de la guerre, que ça soit, comment dirais-je, la fin de la guerre ou l'organisation des élections, c'est la volonté politique. Le mot clé, c'est ça. Là où il y a la volonté politique, des miracles s'opèrent. Mais là, ce n'est même pas des miracles. C'est dans l'ordre des choses. Si Tshisekedi doit respecter la Constitution, parce que évidemment, il est obligé de respecter la Constitution, mais ce que fait l'F-23 dans la partie est du pays, prendre les armes, ce n'est pas prévu par la Constitution, non, Azarias Robert? Écoutez, je ne suis pas membre de l'AFC M23. Ils ont des raisons pour lesquelles ils ont pris des armes. Les unes, je les ai décrites. Mais ce qui a salué, c'est que le gouvernement, qui a longtemps dit « je ne les rencontrerai pas », a fini par comprendre que
celui qui prend les armes, qu'il ait raison ou pas, vous ne le saurez qu'autour de la table. Et c'est ça Doha, c'est ça Genève aujourd'hui. Donc, on parle de quelque chose qui est en cours, mais qui doit être clôturé. Il ne faut pas donner de prétexte à quiconque prend des armes, justement. Mais il faut faire la paix. Il faut rencontrer les revendications légitimes. C'est important. Voilà. Alors qu'il y a eu des décisions convenues de cesser le feu, mais c'est très dommage que le cessez-le-feu est violé par chaque parti assez régulièrement. Pour parler de la situation particulière de Minembwe, ça fait 2 mois que la population avait connu un état de répit, mais aujourd'hui nous avons une situation très très préoccupante parce que il est signalé des drones encore, des bombardements de drones, et ça annonce, on dirait, une grande activité de reprise des activités militaires dans cette région. Alors, faire vivre à la population de Minembwe le calvaire, l'oppression et la persécution qu'elle a endurée par des bombardements de drones et de Sukhoi, priver à la population l'accès au marché, c'est constitutif de crimes punis par le droit international. J'en appelle donc non seulement pour les hauts plateaux de Minembwe, mais aussi pour l'ensemble du territoire national, particulièrement à l'Est. J'en appelle à la cessation effective des hostilités. J'en appelle à l'arrêt des combats, mais également, je pense qu'il est temps de faire la paix. La paix et la réconciliation doivent prévaloir. Et à Minembwe, précisément, quelle est la situation actuelle des populations civiles entre la présence des groupes armés, difficultés d'accès humanitaire et rapports faisant état voilà, de ces combats dont vous venez d'évoquer tout à l'heure? Voilà, la situation reste catastrophique. Il s'est passé beaucoup de mois, enfin le monde entier a suivi l'épopée sécuritaire de Minembwe. Les maisons sont détruites. J'ai même insisté pour qu'il y ait des investigations, donc une enquête internationale. Vous avez des écoles, des hôpitaux, des résidences, du bétail et les personnes humaines qui se sont écroulées avec un refus des troupes gouvernementales et des troupes burundaises en particulier de permettre à la population d'accéder au marché. Et donc, on a une situation jamais connue. Je n'ai jamais vu personnellement en RDC et ailleurs dans le monde des forces gouvernementales qui ciblent pendant des mois et des mois sa propre population. Les troupes burundaises, on peut comprendre qu'elles sont étrangères et qu'elles n'ont pas ni la compassion ni l'obligation de protéger une population locale. Encore que je souhaite que ce que fut pour les Italiens en Éthiopie le soit pour l'armée burundaise pour qu'elle n'ait jamais de succès dans cette région. Mais nos propres forces, tenez, après les négociations, après le dialogue, lorsqu'on aura fait la paix, les FARDC vont contrôler toute cette partie du pays. Donc, je ne vois pas quel est l'intérêt de notre armée de coaliser, surtout avec ce groupe Maïmaï qui ont endeuillé la population pendant 11 ans, de s'allier pour contrer la population à une vie quasiment inimaginable. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de respecter le cessez-le-feu, non seulement à Minembwe, mais également à Fizi, à Baraka, que voulez-vous, dans le Walungu, où il y a eu encore des attaques aujourd'hui, dans le Massissi, à Walikale, et que sais-je encore. Donc, je pense qu'il est temps de faire la paix, et ça s'appelle la paix des braves. Mais qu'une partie pense, si vous voulez, remporter et imposer la paix par les armes, ça fait perdurer évidemment la guerre.
Et dans la guerre, c'est des personnes humaines qui meurent et ça ne profite finalement à personne. Mais, Donc, mais, oui. mais qui assure actuellement la sécurité de Minembwe, de cette population qui y vit? Pour le moment, nous avons le groupe Twirwaneho, c'est un groupe d'autodéfense né il y a 9 ans. J'étais encore au gouvernement lorsque nous avions à traiter quasiment chaque vendredi les questions sécuritaires de l'Est. Les PV des réunions du Conseil des ministres existent. Donc, on a vu comment Minembwe, tous les hauts plateaux de Rurambo à Bibokopoko, en passant par Kamombo et Mibunda, on a vu cette région être investie des groupes armés, les Maïmaï, mais aussi le Red Tabara en son temps. Alors, la naissance de ce groupe d'autodéfense a permis à sécuriser les hauts plateaux pendant longtemps, jusqu'à ce que les forces gouvernementales, lorsqu'elles sont sorties de Bukavu et d'Uvira, et lorsque les forces du M23 ont dû quitter, si vous voulez, Uvira, alors toute cette coalition est montée pour conquérir Minembwe, comme s'il y avait autant d'or, de diamants, de cassitérites, de coltan et que sais-je encore. Qu'est-ce qu'il y a à Minembwe? Sinon une population qui est tout simplement ciblée. Donc je pense qu'il y a lieu d'arrêter cette affaire. Bien sûr que ce groupe a dû recourir au M23 pour faire la paix et la sécurité, mais je crois que ça ne devrait pas continuer indéfiniment à obliger la population dans un état de guerre. Ben sinon, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Les gens se défendent. Alors que l'armée est là, c'est ça sa mission, pour sécuriser l'ensemble de la population. Évidemment, si la mission de l'armée est de sécuriser l'ensemble de la population, il semble que c'est ce qu'ils sont en train de chercher à faire, c'est-à-dire mettre fin à la présence des groupes d'autodéfense, dont les Twirwaneho, pour pouvoir sécuriser légalement cette population qui habite Minembwe. Dans ce sens-là, quand ça se fait par la force et par la guerre, et en période de guerre, ça fait perdurer la guerre. Il y a des négociations. Les gens sont à Genève aujourd'hui. Ils étaient, comment dirais-je, au Qatar pendant plus d'une année. Donc, de quoi on parle finalement? On parle de la paix ou on parle de la guerre? Donc, si on veut imposer la paix par la guerre, évidemment, vous avez la guerre devant vous. Mais pourquoi il y a eu cessez-le-feu, à ton avis? C'est exactement ce qui s'est passé avec l'accord de Lusaka en 1999. Il n'y a rien de nouveau. Lorsqu'il y a un accord de cessez-le-feu et qu'il y a arrêt des hostilités, alors ça s'impose à toutes les parties. Vous ne pouvez pas dire, nous, on est gouvernement, même s'il y a un accord sur le cessez-le-feu, nous continuons les hostilités. Ça, ce n'est pas une logique de paix, c'est une logique de guerre. Je pense qu'il y a moyen de revenir à la raison et de cultiver la culture, je m'excuse, de la tautologie de la paix. C'est possible parce qu'on a vécu ça dans le passé et c'est faisable encore aujourd'hui. Mais il faut la volonté politique de le faire. Vous dites ne compter pour la sécurité de Minembwe que sur les groupes d'autodéfense Twirwaneho. Cela signifie-t-il que l'État congolais est aujourd'hui absent de cette zone? Et si oui, n'y a-t-il pas là un risque que cette autodéfense se transforme à terme en acteur armé incontrôlable au même titre que les autres groupes que vous dénoncez? Votre question n'a pas beaucoup de cohérence parce que Minembwe, c'est quoi à ton avis? C'est une commune dans un milieu rural. Ce même groupe armé contrôle Bukavu, elle contrôle Goma. Pourquoi ça ne devrait pas être la plus grande préoccupation plutôt que d'aller dans les confins des populations, si vous voulez, situées à 3000 mètres d'altitude? Donc je pense qu'il faut voir le Congo comme un tout. Il ne faut pas cibler une population parce que pour ce qu'elle est, c'est pas logique, c'est pas du leadership ça. La gouvernance veut que vous puissiez prendre l'ensemble de la population et la traiter de la même manière. Vous avez vu comment est-ce qu'on a obligé pour Uvira les troupes à quitter. Donc, c'était pas pour permettre à ces mêmes troupes d'aller dans une contrée qui était paisible.
Donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est de revenir à la raison et de comprendre que la paix se négocie, mais il faut la volonté politique et c'est la paix des braves. Mais si une partie, je le répète, pense gagner la paix par la force, probablement, elle ne le réussira pas. Seulement cette partie qui a besoin de gagner la paix par la force, c'est la partie gouvernementale, donc qui risque de dire qu'ils sont dans leur droit de rétablir l'autorité de l'État. Vous me ramenez en arrière, parce que le cessez-le-feu a un contenu. Pourquoi est-ce que ce n'est pas Goma qui est bombardé? C'est parce qu'il y a moins de population? Pourquoi est-ce que ce n'est pas Bukavu qui est bombardé? C'est parce qu'il y a moins de population? Minembwe est bombardé parce qu'il y a justement cette population Banyamulenge avec tout ce qu'on peut s'imaginer derrière. Donc, je pense que il est du droit de l'État congolais. Il y a ce qu'on appelle le concept de l'autorité, de rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Ça se fera jour J plus 30 jours, plus 60 jours, plus 100 jours ou 180, je ne sais pas. Mais ça, c'est le résultat des négociations. Alors, si vous êtes en train de négocier, mais que vous voulez imposer la paix, quelle que soit la partie d'ailleurs, même si c'est le M23 ou le Twirwaneho ou un autre groupe, s'ils négocient et veulent récupérer ou imposer, comment dirais-je, la guerre ou la paix, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de standard en matière de négociation. Vous êtes parti aux négociations, vous êtes parti au contrat, vous êtes en train de négocier, il vous appartient d'avoir le même cheminement, la même logique. Mais si les troupes burundaises continuent à monter, qu'elles viennent chercher les troupes burundaises? Il y a de quoi penser à un agenda caché. Qu'elles viennent chercher ces troupes dans ces montagnes et cette population perchée sur les montagnes? Il n'y a pas de logique. Donc, vous ne quittez pas Bukavu, Goma, mais vous pensez que tant que vous n'aurez pas réussi à subjuguer la population de Minembwe, alors vous n'aurez pas étanché votre soif. Où est la logique? Il y a beaucoup de localités au milieu qui ne subissent pas les mêmes affres de la guerre. Alors, je vous propose, Azarias Ruberwa, de suivre ces propos tenus par l'opposant Martin Fayulu lors d'une conférence de presse. La première sur la communauté Banyamulenge. Moi, j'ai un problème sérieux. OK? Ça veut dire quoi Banyamulenge? C'est quoi Banyamulenge? Il faut qu'on nomme les gens. Si les gens disent que c'est une communauté rwandaise qui est venue s'installer au Congo et que, bon, ils veulent avoir la nationalité congolaise, ce qu'on avait dit à la conférence nationale, et que la nationalité peut se demander individuellement, ou bien que les enfants qui sont nés, qui sont congolais. Je suis d'accord. Mais quand on dit Banyamulenge, ça veut dire quoi? Mulenge, là-bas, au sud du Kivu, il y a les Banyamulenge. Les tribus, moi, je fais partie d'une tribu. Quand je suis parti à Tervuren, au musée, vous allez voir toutes les tribus du Congo. Et chaque tribu a une langue. OK? Moi, bon, je vais parler de ma tribu. Je sais parler cette langue-là. Le Kimbala, c'est une langue qu'on parle. Qui est congolais ici qui n'a pas de langue? Levez les bords. Il y a une langue qui s'appelle Mulenge ou je ne sais pas quoi. Une langue comme ça au Congo. Alors, il parle de Kinyarwanda. C'est des Rwandais. Vous mettez la corde au cou bêtement. J'entends les gens dire des choses. Non, soyons sérieux. S'ils sont congolais, ceux qui veulent être congolais, un Belge qui était belge, il peut être congolais. Il est congolais de nationalité, mais il est d'origine belge. Est-ce que c'est un problème? Non. Si vous dites que vous êtes congolais, mais d'origine rwandaise parce que vous êtes venu et vous avez pris la nationalité congolaise, où est le problème? Donc, cette question, c'est
Oh non, Banyamulenge sont des Congolais. Non. Il n'y a pas, regardez les tribus du Congo, il n'y a pas une tribu comme ça. Ça, vous pouvez me couper les coups comme vous voulez, je le dirai, parce que c'est ça la réalité. Mais si quelqu'un issu de cette tribu du Rwanda et tout ça qui dit non, moi j'ai toute ma vie au Congo, j'ai fait tout au Congo, je suis congolais, quel est le problème? La nationalité, on n'en discute pas. Mais dire que. Alors, parce que les gens qui sont là-bas, les Bafoulimos, les propriétaires de cette terre, sont les Foulimos, sont les Congolais, ils disent que non, nous n'acceptons pas ça. Et vous, ici, vous allez dire que non, vous, les Foulimos, quittez ça, donnez ça à ces gens-là. Mais s'ils viennent s'installer, qu'ils s'installent, qu'ils s'habituent aux coutumes ou bien aux pratiques qu'ils vont trouver sur place. On les a acceptés, on les a acceptés. Donc, si ce monsieur dit qu'on les a massacrés, mais les Congolais, est-ce qu'il a été voir combien de massacres les Congolais ont été massacrés? Est-ce qu'il a vu le rapport mapping? Les 10 millions de Congolais, le génocide des Congolais dont nous parlons quand nous parlons de génocide, est-ce qu'on parle de ça? Parce que nous ne sommes pas des êtres humains, on n'a pas de valeur, parce qu'on n'a pas de gouvernement responsable qui peut défendre les intérêts du Congo, des Congolais, et vous dites qu'on va laisser ça comme ça. Non. Et c'est là où, moi, je suis choqué. Et je vois que les Congolaises et les Congolais, on est là, et on discute des choses inutiles. Cette question-là, on a amené sur la table, c'est nous-mêmes. On pouvait, comment dire, repousser et aujourd'hui faire des actions sur le génocide congolais. Vous voulez lancer, madame? Je voulais poser cette question. Donc, pour vous, déposer cette plainte, c'est une question inutile, si je viens de dire. Mais il pose la plainte. Mais qui a massacré qui? Le gouvernement congolais, le FARDC, ont massacré le Bayamulé. Mais disons que ça, s'il vous plaît, les FARDC, ils sont en guerre. Et combien de Congolais sont morts pendant que les M23, l'AFC, ils sont en train de massacrer les Congolais? C'est le gouvernement, c'est le problème. La plainte, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis Congolais. Je défends les intérêts de qui? Des Congolais. Okay. Moi, je suis un avocat de qui que ce soit. Voilà, Azarias Robera, votre réaction à ces propos tenus par l'opposant Martin Fayulu. Voilà, merci de me redonner la parole.